Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons travailler sur les applications linéaires. Alors bien sûr, vous devrez d'abord avoir traité le chapitre espace vectoriel pour bien être au courant de la définition d'un espace vectoriel, d'une base, etc. pour pouvoir aborder cette séance. On va travailler donc avec d'abord deux espaces vectoriels qui sont E et F et on s'intéresse à une application phi qui est une application de E dans F. Alors la définition de la linéarité de f, c'est l'idée que phi transforme une somme en une somme, et phi transforme un produit, avec la loi point, en un produit également. Alors dit autrement, quel que soit u et v appartenant à E donc c'est l'ensemble de départ, l'image de u plus v, c'est la somme des images, et l'image de lambda u, c'est lambda multiplié, qui est un scalaire, je vous le rappelle, fois phi de u. Alors, donc, voilà la définition d'une application linéaire. Si on veut donner quelques exemples, vous avez par exemple, si on s'intéresse à une application de R dans R, si vous prenez l'application qui a x associe 3x, eh bien cette application-là est une application linéaire. D'ailleurs, ce qu'on appelait les fonctions linéaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'école, il y a longtemps, on appelait ça les fonctions linéaires. Et ensuite, quand on a rajouté plus 3, par exemple, plus 2, ça devient une fonction affine. Donc ça, c'est autre chose. Donc voilà un exemple d'application linéaire. On peut donner quelques autres exemples. L'application phi qui a une fonction continue sur un segment AB et à valeur dans R associe son intégrale de A à B de f de t dt. Alors ça, c'est une propriété des intégrales. Vous savez que l'image de f plus g, c'est l'intégrale de f plus g. Et qu'est-ce que l'intégrale d'une somme? C'est la somme des intégrales. Et oui, c'est la linéarité de l'intégration. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. De la même façon, l'intégrale de 3 fois f, c'est 3 fois l'intégrale de f. Vous voyez, vous pouvez sortir, en quelque sorte, mettre en facteur ce scalaire. Vous pouvez aussi éventuellement considérer l'application qui a une variable aléatoire x, pour changer complètement de sujet, associe son espérance, dès lors qu'on travaille sur l'espace vectoriel des variables aléatoires admettant une espérance. Bon, on ne va pas s'embêter trop sur cet espace parce que c'est un petit peu difficile, mais là aussi, l'espérance est linéaire, vous le savez, peut-être vous savez quelques petits rappels de probabilité. L'espérance de ax plus by, c'est a fois l'espérance de x plus b fois l'espérance de y. Donc on a bien, par exemple, la linéarité à la fois pour la loi plus et pour la loi point. Donc beaucoup d'applications finalement peuvent être linéaires, vous pouvez en fabriquer dans R2, dans R3, etc. Remarquez que l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont presque jamais égaux à R, parce que les seules applications linéaires finalement de R dans R sont les applications qui a x associe a fois x. Alors bon, si on fait que de travailler sur des applications qui a x associe a fois x, on va pas faire grand chose en maths. Donc évidemment, dans ce cours, il faut bien comprendre F, c'est des espaces vectoriels qui peuvent être des ensembles de suites, des ensembles de matrices, des ensembles de polynômes, ça peut être vraiment très divers et c'est absolument pas spécialement ROC. Voilà, alors en pratique, si vous voulez montrer qu'une application linéaire, vous pouvez soit démontrer ces deux propositions séparément, soit vous pouvez démontrer directement ceci. Alors ceci vous informe que l'image de lambda u plus v, c'est lambda fois phi de u plus phi de v. D'abord, première chose, je vous rappelle que E est un espace vectoriel. Ça veut dire que si je prends u et v dans E et lambda dans K, lambda u plus v est bien dans E. Et c'est rassurant parce qu'on prend l'image d'un élément qui est dans E, normalement. Donc cet élément-là est bien dans E, pas de problème. Ça, c'est la première chose. Mais ça, j'allais dire, vous n'avez plus besoin de le faire puisqu'on part dans ce cours de l'hypothèse que E et F sont des espaces vectoriels. Et ici, vous pouvez démontrer directement que l'image de lambda u plus v, c'est lambda phi de E plus phi de v. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un facteur mu ici, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais rajouter un facteur mu ici pour généraliser cette caractérisation. Donc ici, vous mettriez lambda et mu à la place dans k au carré. Alors pourquoi ceci est-il suffisant? Eh bien parce que si par exemple vous posez mu égale 0, vous obtenez phi de lambda u égale lambda phi de u, c'est-à-dire ceci. Si vous prenez lambda et mu qui sont égaux à 1, vous obtenez cette relation-là. L'image de u plus v est égale à l'image de u plus l'image de v. Donc voilà comment faire pour montrer qu'une application linéaire. Maintenant, si on généralise la notion d'application linéaire, on peut comprendre que si une application est linéaire, elle transforme n'importe quelle somme en une somme. Et on peut toujours mettre en facteur les coefficients qui seraient des scalaires. Et donc de façon plus générale, vous pouvez tout à fait écrire comme ceci. Si une application est linéaire, l'image d'une somme, c'est la somme des images. Et dans le phi de lambda et ui, eh bien vous pouvez là aussi mettre en facteur, si vous préférez, sortir de l'application phi le coefficient constant. Constant au sens qui est un coefficient scalaire, je veux dire plutôt des serres réels ou complexes suivant les cas.
Voilà, donc on va passer maintenant à la notion de noyau et d'image, puisque donc dans ces exercices, on va vous demander d'abord de prouver qu'une certaine application est linéaire. Donc là, je vous renvoie à la définition. Vous pouvez appliquer cette méthode directement, ou bien le faire en 2 parties, suivant si vous trouvez que c'est très dur, vous le faites en 2 parties, sinon vous faites directement ceci. Deuxième étape, on s'intéresse au noyau et à l'image d'une application linéaire. Donc là, il y a une définition et quelques propriétés. Le noyau, ça se note kern, ça veut dire noyau également, il y a en allemand aussi. Donc l'image qu'est-ce que c'est que le noyau de phi? C'est l'ensemble des éléments de E qui ont pour image 0. Alors, on peut le voir ici graphiquement, l'image, vous voyez ici, ça c'est le 0 de f, et si je regarde, si vous voulez, l'ensemble des x dans E dont l'image est 0, c'est l'ensemble des antécédents de ce point, et on obtient bien, ici graphiquement, ce que je vous ai entouré en rouge, le noyau de l'application phi. Remarquez d'ailleurs que phi de 0 vaut toujours 0 pour une application linéaire, ça c'est intéressant à noter. Alors on va le démontrer de façon très simple. Je vais mettre une petite flèche pour indiquer ici que c'est le vecteur nul de E. Phi de 0, c'est phi de 0 fois lui-même. Bon, c'est un peu trivial, mais à partir du moment où votre application est linéaire, vous pouvez pouvoir mettre en facteur le lambda ici, c'est-à-dire le sortir de l'application. Vous allez avoir 0 fois quelque chose, et 0 fois quelque chose, même si ce quelque chose est un élément de f, ça va vous donner le 0 de f. Donc l'image, on va l'écrire comme ceci peut-être, l'image du 0 de E est égale au 0 de f. Voilà, donc ça c'est intéressant à noter. Si une application ne vérifie pas phi de 0 égale 0, bah déjà elle n'est pas linéaire, donc si on prend l'exponentielle par exemple, exponentielle 0 ça fait 1, donc bien sûr l'exponentielle n'est pas une application linéaire de R dans R. Voilà, alors ensuite, vous avez certaines propriétés donc, sur noyau et l'image. La première, c'est que l'application phi est injective, si et seulement si le noyau est réduit au vecteur nul. Alors ça, c'est super pratique pour montrer qu'une application est injective. J'en profite pour vous indiquer que ceci n'est valable, bien sûr, que si l'application est linéaire. Vous allez voir d'ailleurs qu'on va se servir de la linéarité dans la démonstration. Un petit rappel d'abord, une application est injective si, lorsque phi de U1 égale phi de U2, alors U1 égale U2. Et ce, pour tous les vecteurs U1 et U2 de E. Si vous voulez plus de précision sur la notion d'application injective et surjective, je vous renvoie au cours sur ensemble et applications que normalement vous avez déjà dû suivre, que vous pouvez revoir, sur lequel je détaille évidemment ces différentes notions. Donc là, je vais considérer ça pour acquis, comme acquis, et on va essayer de montrer que, par exemple, je vais le faire dans ce sens-là, si le noyau vaut 0, alors l'application est injective. Alors allons-y, faisons la démonstration pour voir si on peut réussir à faire ça, puis ça va nous entraîner un petit peu. J'aimerais démontrer ceci, donc je vais, en partant du noyau égal à 0. Donc je vais supposer que, dans un premier temps, le noyau est égal à 0, est réduit au vecteur nul. Je vais prendre U1 et U2, deux éléments de E, et je vais essayer de voir à quoi me mène phi de U1 égale phi de U2. Alors je veux me ramener à une histoire de noyau. Noyau, c'est un ensemble d'éléments dont l'image fait 0, donc je vais essayer de mettre un 0 quelque part. Je vais donc passer phi de U2 à gauche, donc phi de U1 moins phi de U2 égale 0. Je vais appliquer également la linéarité de l'application phi, puisque on sait qu'on a une application linéaire, c'est le moment de s'en servir. Phi de U1 moins phi de U2, c'est la même chose que phi de U1 moins U2 égale 0. C'est-à-dire c'est la même chose de dire que U1 moins U2 appartient au noyau de phi. Qu'est-ce que le noyau? C'est tous les x qui vérifient phi de x égale 0. Donc dès lors que phi de U1 moins U2 vaut 0, U1 moins U2 est dans le noyau. D'ailleurs, on a ici des équivalences depuis tout à l'heure. Très bien, alors quel est le but? Toujours intéressant de savoir quel est le but. Le but, c'est d'arriver à montrer que ceci implique, ou est équivalent, parce que ça revient au même ici, U1 égale U2. Ok, U1 égale U2, on me parle de U1 moins U2, donc ça veut dire qu'il faudrait montrer que U1 moins U2 vaut 0. Ça, c'est le but, et ça, c'est ce que j'ai. Comment je passe de là à là? Eh bien, si je regarde bien, U1 moins U2, il est dans le noyau, mon but c'est de montrer qu'il est nul, et bien, ça tombe bien, parce que justement, on a supposé ici que le noyau était réduit au vecteur nul. Et donc, à partir de là, un élément dans le noyau va toujours valoir 0. Alors vous voyez, là, ce qu'on est en train de faire, c'est que même si la démonstration est théorique, parce qu'on ne connaît pas l'application phi, etc., on voit que si on est très méthodique en algèbre, on va souvent réussir à résoudre les exercices, et à un moment, la seule difficulté vraiment, il n'y en aura peut-être plus, tout simplement. Je reprends ce que j'essaie de faire, je pars de là, je suppose le noyau qui est réduit au vecteur nul, j'essaie de montrer que l'application est injective, je connais bien mon cours, donc je me dis, bon, déjà je vais supposer ça, très bien, je l'écris, je veux montrer que l'application est injective, donc je fixe U1 et U2 dans E, et je vais essayer de démontrer cette implication.
Pour démontrer cette implication, je pars de là, et puis j'essaye d'arriver à autre chose. Et puis ici, bon là bien sûr il faut penser à exploiter la linéarité de l'application phi, penser à se ramener à une histoire de noyau, donc une histoire de noyau ça veut dire se ramener à quelque chose qui vaut 0, et on s'aperçoit qu'on arrive à U1 moins U2 dans le noyau. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut montrer que U1 est égal à U2, c'est-à-dire que la différence vaut 0, et donc évidemment, si le noyau est réduit au vecteur nul, un élément dans le noyau vaudra 0. Donc voilà, donc là je l'ai fait dans un sens, dans l'autre sens bien sûr c'est faisable aussi, c'est pas spécialement plus difficile, mais voilà une propriété très intéressante. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous voulez montrer normalement qu'une application est injective, vous devez résoudre ce système phi de U1 égale phi de U2. Mais si vous voulez montrer que le noyau est réduit au vecteur nul, il vous suffit de montrer que phi de x, phi de u si vous préférez, égale 0, implique u égale 0. Pourquoi je dis implique et pas équivalent? Parce que u égale 0, bien sûr, implique toujours phi de u égale 0. Ça, on l'a rappelé ici. Hein, l'image de 0 vaut toujours 0, donc ça, de toute façon, il n'y a rien à faire. Pour les applications linéaires, ce sera toujours vrai. Donc ça, on n'a rien à prouver du tout. Il faut prouver cette implication. Et bien, c'est beaucoup plus facile, évidemment, comme vous en doutez, de résoudre l'équation phi de u égale 0 que de résoudre l'équation phi de u1 égale phi de u2. Donc là, c'est une méthode qui est très intéressante dans de nombreux exercices, plutôt que de revenir à la définition. Si vous avez bien vérifié que votre application est linéaire, pour montrer que votre application est injective, il vous suffit de résoudre l'équation phi de u égale 0 et de montrer que u vaut 0. Voilà, alors je vais passer maintenant à une deuxième propriété, qui est que phi est surjective si l'image est égale à f. Alors, qu'est-ce que l'image? L'image, attention, ne confondez pas l'image avec l'ensemble grand F, qui est l'ensemble d'arrivées. C'est pas exactement la même chose. L'ensemble grand F peut contenir des points qui admettent des antécédents, comme ceux-là, mais aussi des points qui peut-être ne sont jamais atteints. C'est tout à fait possible. Par exemple, je travaille avec la fonction exponentielle, elle est de R dans R à la base, mais je vois bien que les éléments négatifs ne sont pas atteints. Hein, une exponentielle n'est jamais négative, vous le savez. Donc, pourtant, on peut tout à fait dire que l'exponentielle, c'est une fonction de R dans R. Donc, quelle est la différence? Ce qu'on appelle l'ensemble image, c'est l'ensemble des images, c'est-à-dire c'est l'ensemble de tous les phi de x où x décrit E. Alors, concrètement, x, c'est un élément, un point qui va parcourir, si vous voulez, toutes les valeurs de E, et on va s'intéresser à l'ensemble de toutes les images. Donc, l'image de phi, c'est pas un vecteur, c'est un ensemble, hein, bien sûr, c'est l'ensemble de toutes les images. Et vous voyez qu'il y a peut-être des points de f qui ne sont pas dans l'image, comme c'est le cas ici. Alors une autre façon d'écrire l'image, si vous préférez, c'est de l'écrire, ça c'est une écriture dite en compréhension, là nous avons une écriture dite en extension, c'est-à-dire l'image de phi, c'est l'ensemble de tous les points y dans l'ensemble d'arrivée, tous les points de l'ensemble, qui admettent un antécédent. C'est-à-dire que pour celui-ci, ça ne marche pas, puisque j'ai pas de x dans E, tel que phi de x vaut y. En revanche, pour tous ces points, ça marche, bien sûr, et vous voyez qu'il n'y a pas forcément un seul antécédent, par exemple ce point admet plusieurs antécédents, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà pour l'image. Alors naturellement, si vous connaissez la définition d'une application surjective, là aussi je vous renvoie à la vidéo ensemble et application, hein, si ce n'est pas encore très clair, parce que là, à ce stade, il faut que vous maîtrisiez bien sûr ces notions. L'application phi est surjective, ça veut dire toutes les valeurs de l'ensemble d'arrivée sont atteintes. C'est-à-dire toutes les valeurs v de f doivent admettre un antécédent. Hein. Pour tout vecteur v appartenant à l'ensemble d'arrivée, il existe un vecteur u appartenant à l'ensemble de départ, tel que phi de u soit égal à v. Eh bien ça, c'est la même chose au fond que l'image de phi égale f. Pourquoi? Parce que le but, c'est de montrer que tous les points sont atteints. Donc par exemple, dans cet exemple-là, ça ne marche pas. Pourquoi l'application n'est pas surjective? À cause de ce point-là ou ce point-là. Ces points-là ne sont pas atteints, c'est des images de rien du tout. Si je prends le y, ce y-là, ce v, si vous voulez ici, eh bien c'est faux de dire qu'il existe u dans E tel que phi de u égale v. Donc cette application-là, elle n'est pas surjective dans cet exemple. Quand est-ce qu'elle serait surjective? S'il n'y avait pas de points ici, c'est quoi les points qui sont là graphiquement? C'est les points qui seraient dans l'image, dans f, pardon, mais qui ne seraient pas dans l'image. Et ça, ce n'est pas possible. Le but, encore une fois, pour que l'application phi soit surjective, c'est que tous les points de f soient atteints. Donc s'ils sont atteints, c'est que ce sont des images de quelque chose, ils admettent un antécédent, donc c'est qu'ils sont dans l'image. Okay? Alors en revanche, un truc qui est intéressant, c'est que l'image de f, elle est bien sûr toujours incluse dans l'ensemble d'arrivée, par définition, hein, c'est un ensemble de y dans f qui vérifie un autre truc. Et le noyau de phi, par définition, c'est un ensemble d'éléments de E qui vérifie un autre truc, donc c'est inclus dans E. Et si on veut être un petit peu plus précis, je l'avais annoncé dans le cours espace vectoriel, le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel de E. Alors rappelons-le, il est inclus dans E. L'élément nul est toujours dans le noyau, en effet. L'élément nul, on l'a vu ici, a toujours pour image 0, donc il est forcément dans le noyau, et dans l'image d'ailleurs. Hein. Enfin, dans l'image, c'est le 0 de f, et dans le noyau, c'est le 0 de E si les espaces sont différents. Donc le noyau, il est inclus dans E.
il admet l'élément nul. Hein. C'est-à-dire l'élément nul en fait partie, et puis enfin on pourrait prouver, c'est pas très difficile, qu'il est stable par la loi plus et la loi point. Donc avec tout ça, c'est un sous-espace vectoriel de E, et de la même façon, l'image c'est un sous-espace vectoriel de F. Alors à quoi ça peut servir? Ça peut servir si par exemple je vous donne l'ensemble des matrices, pour ceux qui ont fait les matrices, qui par exemple sont symétriques, ça veut dire dont la transposée est égale à elle-même. Et bien, si vous voulez montrer que cet ensemble est un espace vectoriel, vous pouvez essayer de montrer que c'est le noyau de quelque chose. Comment faire? Vous ramenez à un machin qui vaut 0, parce que le noyau c'est une histoire d'un ensemble d'éléments dont l'image vaut 0, et si j'essaie de le faire proprement, ça nous donne t de a moins a ici égale 0. Et bien ça, c'est une fonction de a, une certaine fonction. Bon, on pourrait prouver sans trop de problème que cette fonction est linéaire, et à ce moment-là, votre ensemble ici de matrices symétriques, en fait c'est un ensemble de vecteurs a dans un certain espace vectoriel Mn de R, donc qui serait l'espace E si vous voulez, tel que phi de A vaut 0, val 0. Et donc ça vous donnerait le noyau de cette application linéaire phi. Voilà. Alors bon, c'est pas obligatoire hein, de maîtriser ça, mais disons que ça peut être une petite astuce pour montrer qu'un espace est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de quelque chose, montrer que c'est le noyau d'une certaine application linéaire. Voilà, ça peut être assez astucieux, ça peut être sympa. En plus, si on connaît les propriétés sur les noyaux des formes linéaires qui sont des hyperplans, je vous renvoie au cours espace vectoriel là-dessus. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile, donc on aura l'occasion de le faire plutôt ensemble en stage, je pense, que directement en vidéo. Eh bien, vous pourrez trouver aussi la dimension d'un espace si vous l'interprétez comme le noyau. Donc ça peut être quand même intéressant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Bon, reprenons maintenant l'image. Alors l'image, d'abord, première chose, on peut vous demander très simplement quel est le noyau d'une application linéaire, quelle est l'image d'une application. Donc il faut connaître les définitions. Bon, bah, c'est pas si dur que ça. Hein. Le noyau, on résout ce système, hein, si vous voulez. Et puis pour l'image, alors c'est un petit peu plus dur, parce que si on l'écrit sous cette forme, il va falloir résoudre phi de x égale y, ça va pas être super pratique. Alors là, il y a une méthode qui est assez pratique, c'est de se dire, si l'espace vectoriel E est de dimension finie, et bien finalement, le fait que x soit dans E, ça me donne vachement d'informations. Parce qu'un espace de dimension finie, il admet une base. Donc un x qui est dans E, je sais qu'il s'écrit en fonction d'une base. Donc je vais pouvoir savoir comment s'écrit x sous forme de combinaison linéaire et reporter ça dans le phi de x ici. Dès lors que j'aurai l'image d'une somme, ça me fera la somme des images, etc. Et donc on va pouvoir avancer. Alors, bon, plusieurs choses. D'abord, vous avez le résultat de ce petit travail qu'il faut connaître, que je vais tout de suite donner, puisque c'est vraiment une méthode extrêmement classique pour calculer l'image d'une application linéaire. C'est si l'espace E a pour base E1, on va dire U1, U2, UN, alors l'image de phi, je donne le résultat et on va le démontrer ensemble, hein, c'est vect de phi de U1, etc. jusqu'à phi de UN. Bon, ça c'est une formule centrale dans ce cours-là. Elle est page 2 dans la fiche de cours, sauf erreur, qui vous permet de trouver tout de suite que cette famille-là est une famille génératrice de l'image. Bon, alors faisons-le tranquillement. Je vais utiliser cette écriture-là, puisque c'est une écriture sympa qui me donne tout de suite la forme des éléments de l'image. Et comme annoncé, nous allons exploiter le fait que x soit dans E. X est un élément de E, ça veut dire x s'écrit comme combinaison linéaire de U1, U2, UN. C'est-à-dire x qui s'écrit sous forme somme des lambda i ui, avec naturellement U1, U2, UN, ce sont les vecteurs d'une base de E. Je vous rappelle qu'il n'y a pas une seule base, hein, il peut y avoir une infinité de bases dans un espace de dimension n comme dans cet exemple, où les lambda 1, lambda 2, lambda n sont des scalaires absolument quelconques. Pourquoi quelconques? Parce que x décrit E en entier, et donc à partir de là, les coefficients qu'on peut mettre devant les vecteurs d'une base doivent être absolument quelconques. Je vais remplacer comme prévu le x, je vais le reporter à l'intérieur du phi, ça va me donner l'image de la somme des lambda i ui, et là, je pense, j'espère que vous avez une idée pour avancer, puisque l'application est linéaire et que nous retrouvons quelque chose que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'image d'une somme. Et l'image d'une somme, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des images, somme pour i allant de 1 à n, des images de lambda i ui. Le lambda i, on peut également le sortir de l'application, et on obtient ce résultat. Or, qu'est-ce que ce résultat dans le fond? Si on regarde bien ce résultat, qu'est-ce que c'est? C'est une expression de l'image de phi comme
somme, enfin comme ensemble, de combinaisons linéaires, puisque vous avez des sommes avec des coefficients et des éléments. Si vous voulez, on peut l'écrire avec des pointillés pour voir bien ce qui se passe. Lambda 1 phi de U1, plus lambda 2 phi de U2, plus etc., plus lambda n phi de Un, avec lambda 1, lambda 2 et lambda n, qui sont toujours des scalaires. Et qu'est-ce qu'on a ici à ce moment-là? Eh bien, l'image de phi, ce n'est autre que l'ensemble des combinaisons de phi de U1, phi de U2, phi de Un, avec des plus et des multiplications par des scalaires. Ça s'appelle des combinaisons linéaires, et on retrouve exactement la définition du vect. Hein. Ici, vous avez l'ensemble des combinaisons linéaires de ces éléments-là. Alors, du coup, en pratique, si vous voulez calculer l'image d'une application linéaire, en fait, il faut presque jamais utiliser ça. Alors, vous pouvez l'utiliser si vous ne connaissez pas. Naturellement, ça peut arriver, la dimension éventuelle de l'ensemble, peut-être d'ailleurs cet ensemble, cet espace vectoriel n'est pas de dimension finie, ou si vous ne connaissez pas de base. Mais le plus souvent, vous le verrez dans les exercices, on va vous faire travailler sur des espaces de dimension finie, où il y a beaucoup plus de choses en plus à faire, trouver des bases, etc. Dès lors, vous aurez peut-être, avec les questions précédentes, ou bien peut-être parce que c'est un espace classique, la connaissance d'une base de cet espace. Utilisez-le, ça c'est vraiment une méthode clé en algèbre, et donc vous appliquez tout de suite cette formule, vous calculez bien sûr phi de U1, phi de U2, phi de Un, alors là il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vous prenez les vecteurs, vous appliquez phi, vous voyez ce que ça donne, et tout de suite l'image c'est le vect de ceci. Je rappelle rapidement ce que ça veut dire que l'image de phi est le sous-espace vectoriel de E engendré par phi de U1, phi de U2, phi de Un, c'est-à-dire que phi de U1, phi de U2, phi de Un forment une famille génératrice de l'image. Donc ça c'est très sympa, puisque à partir de là, vous avez tout de suite une famille qui est génératrice de l'image de phi. Alors qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va prendre ces vecteurs-là, on va regarder s'ils forment une famille libre, et à ce moment-là, hein, sans surprise, vous avez deviné, si c'est une famille génératrice et libre, ça vous formera une base de l'image. C'est une question très classique, quelle est trouver une base de l'image, trouver une base du noyau. Voilà, alors si la famille n'est pas libre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer les vecteurs qui sont liés du vect, hein, comme on l'a vu dans le cours espace vectoriel, pour obtenir une famille qui soit génératrice toujours, mais qui ait de moins en moins de vecteurs, jusqu'à ce qu'on puisse plus en retirer, c'est-à-dire que les vecteurs soient libres, et on aura à ce moment-là une famille génératrice et libre de l'image, c'est-à-dire une base de l'image. Voilà, alors maintenant il y a des liens en fait entre l'image et le noyau qu'on va voir. Avant un tout petit peu de vocabulaire tout de même. Ce qu'on appelle un endomorphisme, c'est une application linéaire de E dans E. Un isomorphisme, une application linéaire de E dans F bijective. Pensez aux normes ISO 9001, aux isobars, aux isoquantes, c'est des relations d'équivalence si vous voulez. Alors quand on parle d'application bijective, c'est vraiment qu'on peut partir de E arriver à F, partir de F arriver à E, et on a des relations de 1 à 1 entre les éléments, c'est-à-dire X a bien sûr une et une seule image, c'est naturel puisqu'on parle d'une application, mais également tous les Y dans l'ensemble d'arrivée ont exactement un antécédent, donc on peut passer de l'un à l'autre. Il y a bien sûr à ce moment-là une application réciproque. On va passer de E à F avec l'application phi et de F à E avec l'application phi-1. Donc il y a à ce moment-là une sorte d'équivalence entre les deux. Si les ensembles sont finis, vous savez que si vous avez une bijection entre E et F, les deux espaces, s'ils sont finis, ils ont le même nombre d'éléments. C'est logique. Je fais un petit schéma très rapide là-dessus. Si vous prenez un ensemble à 3 éléments et vous voulez le mettre en bijection avec un ensemble à 3 éléments, vous voulez mettre en bijection avec un autre ensemble, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que d'avoir deux ensembles qui ont le même nombre d'éléments. Alors là, c'est à peu près la même idée, sauf que, évidemment, les espaces ne sont pas des espaces finis. On parle en effet d'espace vectoriel, et un espace vectoriel ne peut pas être fini, sauf s'il est réduit au vecteur nul. En effet, dès lors que vous avez, dans un espace vectoriel, un point, je vais prendre le 0, je vais le placer ne serait-ce que sur une droite ici pour bien voir les choses, j'ai 0, très bien, et dès que j'ai un point non nul, un élément non nul, par stabilité, j'ai aussi 2 fois cet élément, 3 fois cet élément, moins 4 fois cet élément, etc. Donc j'ai toujours, à moins d'avoir l'espace nul, une infinité d'éléments dans un espace vectoriel. Voilà, donc bien sûr, évidemment les cardinaux ne vont pas être égaux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on est en présence d'un isomorphisme de E dans F, si E est de dimension finie, F sera de même dimension finie. Donc si par exemple E est de dimension 4, F sera de dimension 4 et réciproquement. Donc ça c'est assez sympa. Si vous savez déjà qu'une application est bijective entre deux ensembles, ça vous donne tout de suite l'égalité de leur dimension en cas d'existence d'une dimension, c'est-à-dire si les espaces sont de dimension finie. Enfin, nous parlons d'un automorphisme lorsque c'est une application, donc là on va corriger ça, de E dans E,
qui est bijective, c'est-à-dire une application auto, si vous voulez, c'est endo et iso en même temps. C'est à la fois endo, c'est facile à retenir aussi, hein, vous pouvez penser à des phénomènes endogènes, par exemple en économie, qui s'auto-entretiennent, si vous voulez. Bon, on part de E, on prend un autre élément, on reste tout le temps dans E, on applique, on reste dans E. Bon. Isomorphisme, on a vu cette relation d'équivalence, et automorphisme à connaître, eh bien, application linéaire de E dans E bijective, donc c'est les deux. Une autre notation aussi, L de EF. Attention, ceci n'est pas une application linéaire, mais l'ensemble de toutes les applications linéaires de E dans F. Et c'est intéressant de savoir que ça, c'est aussi un espace vectoriel. Dit autrement, si je prends une application linéaire et une autre application linéaire, et que je les additionne, ça me fait encore une application linéaire, de E dans F toujours. L'application nulle, elle est dedans, etc. Donc c'est un espace vectoriel, un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel suivant que K soit égal à R ou C, le plus souvent K égale R. Vous travaillez, alors ensuite L de E, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans E, donc c'est L de EE, pour simplifier la notation, L de E, donc l'ensemble des endomorphismes, et GL de E, l'ensemble des automorphismes. Alors pourquoi GL? GL parce qu'on parle de groupe linéaire, c'est intéressant de remarquer que GL de E, si je le munis de la loi Ron, la loi de composition des applications, c'est un groupe. Pourquoi? Parce que la loi Ron est associative, c'est-à-dire F rond G, le tout rond H, c'est F rond G rond H. On sait également qu'il y a un élément neutre qui est l'identité. Hein, F rond id et id rond F, ça fait F. L'application identité, quand je la compose avec n'importe quelle application, ça donne la première. Hein, F rond id égale id rond F égale F. Donc ça, l'application identité, ce serait l'élément neutre, si vous voulez. Et si je m'intéresse à un automorphisme, c'est-à-dire une application de E dans E qui est bijective, il y a une réciproque. Et ça, on l'a vu, la réciproque, on va la noter F-1, et on aura F rond F-1 égale identité, et évidemment, F-1 rond F qui sera aussi égal à l'identité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un groupe linéaire, parce que c'est des applications linéaires. Bon, c'est pas très important si vous n'avez pas fait les groupes, mais en tous les cas, voilà une explication de cette notation un petit peu étrange, GL de E, sinon vous la prenez simplement comme une notation, il n'y a rien à faire, c'est l'ensemble des automorphismes. Voilà, alors maintenant qu'on a fait un certain nombre de généralités sur noyau, image, endomorphisme, isomorphisme, etc., on va faire une deuxième partie sur le lien entre le noyau et l'image. On va travailler donc après avec la formule du rang, et on va en déduire tout un tas de choses intéressantes sur les caractérisations des isomorphismes en particulier, et également sur comment faire pour trouver une base de l'image quand on connaît une base du noyau et réciproquement. Allons-y. Alors maintenant qu'on a travaillé donc sur image et noyau, passons maintenant au lien entre l'image et le noyau. Donc vous voyez que ce tableau a été effacé à une vitesse incroyable. Le lien, il faut l'apprendre par cœur, c'est ce qu'on appelle la formule du rang, ou le théorème du rang. Il vous dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie, la dimension du noyau et la dimension de l'image sont égales, quand on les additionne, ça nous donne la dimension de E. Alors, ce théorème-là, c'est un théorème qui est très intéressant, hyper pratique, parce qu'en général, on connaît la dimension de E, parce que c'est des espaces de référence, R puissance n qui est de dimension n par exemple, Rn de x qui est de dimension n plus 1 par exemple, ou autre. Et donc, si on connaît la dimension du noyau, on trouvera la dimension de l'image, et réciproquement. Alors, la démonstration de ce théorème n'est pas au programme. C'est une démonstration qui est intéressante, mais déjà, l'objectif, c'est pas d'aller voir toutes les démos hors programme, déjà de faire le cours, ensuite voir les démonstrations importantes dans le cours, et puis les démonstrations hors programme, si ça vous intéresse, évidemment, on pourra en parler ensemble, mais la première chose à faire, c'est de bien apprendre cette proposition. Vous avez une conséquence qui est extrêmement intéressante et très pratique en exercice, c'est que si les deux espaces E et F sont de même dimension finie, donc là cette fois-ci c'est pas seulement E pour la formule du rang, c'est E et F, donc espace de départ et d'arrivée, alors l'injectivité de l'application phi est équivalente à son caractère surjectif et donc évidemment à son caractère bijectif, puisque si on a injectif et surjectif en même temps, l'application va être bijective. Alors ça c'est une démonstration qui peut être intéressante, que je vous propose de faire ensemble. Allons-y, je vais supposer par exemple que phi est injective, et ça va nous permettre de travailler sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Phi est injective si et seulement si le noyau est réduit au vecteur nul, vous aviez trouvé, j'espère, puisqu'on a vu ça tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Du coup, ça c'est équivalent à dire que la dimension du noyau est égale à, réfléchissez, la réponse est 0. Attention, certains disent que ce serait 1 parce qu'il y a quand même un élément dans l'espace réduit au vecteur nul. Non, non, pas du tout. Si on s'intéresse, par exemple, je vais dessiner une droite vectorielle, c'est-à-dire un espace de dimension 1. Voilà une droite D. Nous savons qu'elle est engendrée par un vecteur U1 non nul. Et donc, un espace de dimension 1, c'est une droite, ça contient une infinité d'éléments en fait. L'espace qui serait uniquement réduit au vecteur nul, par définition, par convention plutôt, eh bien, il admet pour dimension 0. Donc ça, il faut le savoir, attention. Donc la dimension vaut 0. Alors du coup, on en déduit que
d'après le théorème du rang, d'après la formule du rang, la dimension de l'image de phi est égale à la dimension de E, puisque la somme doit être égale à E. Ça, c'est ce qu'on sait. Essayons de voir ce qu'on veut obtenir. C'est toujours sympa en maths de vous dire, ok, bon, ça c'est ce que j'ai, mais qu'est-ce que je veux également? Je veux montrer que phi est surjective. C'est-à-dire, vous le savez, que l'image de phi est égale à f. Pour l'instant, on n'est pas encore passé de là à là. Mais comment montrer que deux espaces sont égaux? On l'a rappelé tout à l'heure. Si vous souhaitez montrer que deux espaces sont égaux, vous pouvez soit montrer que l'un est inclus dans l'autre et réciproquement, soit montrer que l'un est inclus dans l'autre et que les dimensions sont égales. Or, ici, l'image de phi, nous avons dit tout à l'heure, est toujours incluse dans f. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle application linéaire. Donc, dès lors que cette inclusion-là est toujours vraie, on appelle ça une inclusion triviale. Triviale pas au sens facile, triviale au sens toujours vrai, si vous voulez, quelle que soit l'application. Donc à partir de là, cette inclusion étant toujours vraie, pour démontrer que ces espaces sont égaux, il suffit de démontrer que la dimension de l'image de phi est égale à la dimension de l'image de f, est égale à la dimension de f, c'est-à-dire que les deux espaces sont égaux. Et comment on passe de là à là? Eh bien, vous avez deviné, les espaces sont de même dimension finie, et donc, sans problème, vous pouvez passer de phi est injective à phi est surjective. Alors ça, c'est extrêmement pratique. Je vous donne un exemple tout de suite. Si vous prenez une application phi, par exemple, qui va de Rn de x dans R puissance n plus 1, qui a un polynôme P, associe le P uplet, P de 0, P de 1, P de 2, P de n. Ça peut être c'est un exercice qui est assez classique, celui-là. Si vous voulez essayer de savoir quelle est l'image, quel est le noyau, est-ce que l'application est injective, bijective, etc. Bon, vous pourrez faire ça en exercice si ça vous intéresse, ça peut être vraiment un bon exercice. Les deux espaces qui sont là sont de même dimension finie. R puissance n plus 1 est de dimension n plus 1, comme chacun sait, R2 c'est de dimension 2, R3 de dimension 3, R puissance n de dimension n, donc R puissance n plus 1 de dimension n plus 1. Et Rn de x, je vous le rappelle, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, admet pour base canonique 1x, x2, x puissance n, qui contient naturellement, non pas n, mais n plus 1 vecteur. Entre x puissance 0 et x puissance n, vous avez n plus 1 vecteur. Donc ça aussi, et vous devez le savoir, c'est un espace de dimension n plus 1. Donc ces deux espaces, si vous voulez, dans cet exemple, ils sont de même dimension finie. Si vous voulez montrer que cette application-là, et c'est vrai, est une application bijective, vous pouvez choisir en fait. Du coup, vous pouvez soit essayer de montrer qu'elle est surjective, soit montrer qu'elle est injective. Alors après, à vous de voir ce qui vous paraît le plus facile. Bon, moi je vous donne mon point de vue. En général, c'est plus facile de montrer qu'une application est injective que de montrer qu'elle est surjective. Pourquoi? Parce que si vous essayez de montrer qu'elle est injective, eh bien, il va falloir essayer de démontrer que le noyau vaut 0, donc résoudre une équation finalement relativement simple, phi de p égale 0, voir un peu ce que ça donne. Naturellement, pour faire ça, là, je vous renvoie au polycopier, c'est un exercice qui n'est pas très difficile. Si vous connaissez votre cours sur les polynômes, vous allez pouvoir vous en sortir. Alors que si vous voulez montrer qu'une application est surjective, là il faut montrer que l'image est égale à f. Et ça c'est plus difficile, c'est-à-dire montrer que l'image de cette application c'est r puissance n plus 1 en entier. Dit autrement, que si je prends l'ensemble de tous les phi de p, puisque l'image c'est l'ensemble de tous les phi de x, où x décrit e, donc là ce serait l'ensemble de tous les phi de p, où p décrit cet espace, montrer que l'ensemble de toutes ces images est égal à r puissance n plus 1, c'est plus dur. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, il y a plein de méthodes possibles pour cet exercice-là, mais voilà déjà une première idée pour montrer qu'une application est bijective, montrer simplement qu'elle est injective ou surjective au choix, en privilégiant le côté injectif, si les deux espaces vectoriels sont de même dimension finie. Voilà, alors puisqu'on parle d'applications injectives et surjectives, je voudrais faire un point également sur le cas des applications des isomorphismes justement, c'est-à-dire quelles sont toutes les méthodes que vous pouvez mobiliser pour montrer qu'une application est un isomorphisme. Alors on fera ensuite le lien avec les matrices représentatives, mais pour l'instant déjà travaillons avec un isomorphisme. Alors je vais prendre une application phi de E dans F, et j'aimerais savoir comment faire pour montrer que phi est un isomorphisme. Alors, isomorphisme, bien sûr, c'est une application linéaire bijective, donc on va prendre cette application linéaire de base, et le but, ça va être de montrer qu'elle est bijective. Première méthode, la définition. Toujours bien d'avoir ça en tête. Quel que soit y appartenant à f, il existe un et un seul x dans E, tel que phi de x
égale y. Il faut savoir jongler entre différentes notations. Là, je prends x et y. Tout à l'heure, j'avais pris à d'autres occasions u et v. Toujours adapter vos notations à votre problème. Si E, c'est un ensemble de matrices, appelez pas une matrice x, sinon vous allez vous retrouver un peu embêté. Appelez votre matrice M, par exemple. Si E, c'est un ensemble de polynômes, appelez-le P. Si c'est des fonctions, appelez-la F, etc. Toujours bien jongler entre les différentes notations. Donc ça, c'est la définition. Deuxièmement, vous pouvez éventuellement montrer que phi est injective et surjective. Ça, vous le savez, pour montrer qu'une application est bijective. Vous pouvez montrer qu'elle est injective en montrant que le noyau est réduit au vecteur nul et qu'elle est surjective en montrant que l'image est égale à l'ensemble d'arrivées. Donc ça, c'est une possibilité. Mais alors, pourquoi montrer qu'elle est injective et surjective si les deux espaces sont de même dimension finie? Donc, on va dire si la dimension de E est égale à la dimension de F, sous-entendu si les deux espaces sont de même dimension finie, montrer que phi est injective va suffire. Montrer que phi est surjective va suffire également. Donc là, il s'agira de montrer que phi est injective ou surjective, donc ce sera plus sympa, plus rapide. Donc pensez à cette méthode-là. Quatrième méthode, toujours si la dimension de E est égale à la dimension de F. Si la dimension de E est égale à la dimension de F, vous pouvez aussi montrer que phi transforme une base de E, en une base de F. Phi transforme une base de E en une base de F. Alors, ça, c'est assez sympa comme propriété, c'est très pratique. Vous prenez votre espace E, vous savez qu'il est de dimension finie, donc vous connaissez en général une base. Et puis donc vous prenez l'image d'une base et vous voyez si ça vous donne une base de F. Alors d'où ça vient cette proposition? Regardons ce qui se passe avec cette proposition ici. Si vous prenez une base U1, U2, UN de E, quand vous appliquez l'image, c'est-à-dire quand vous appliquez l'application phi à chacun des vecteurs, ça vous donne phi de U1, phi de U2, phi de UN. Et ça, vous savez, pour toutes les applications, que c'est une famille génératrice de l'image. Mais si cette famille est une base de F, ça veut dire quoi? Puisque c'est une base, c'est une famille libre et génératrice. Or, elle est déjà génératrice de l'image, donc si c'est une base, elle est libre, et qu'en plus elle est génératrice de l'image, elle est donc libre et génératrice de l'image, donc c'est une base de l'image. Mais si c'est aussi une base de F, et que c'est une base de l'image, c'est que F est égal à l'image. Et si F et l'image sont égales, ça vous donne le côté surjectif, et comme les deux espaces sont de même dimension finie, ça vous donne le côté injectif aussi, et tout marche bien. Donc ça, c'est une proposition qui est vraiment sympa. En pratique, ça peut marcher encore plus rapidement que d'autres méthodes. Je prends une base de E, j'applique F. Si les phi de U1, phi de U2, phi de UN forment une base de l'ensemble grand F, eh bien, automatiquement, ça me donne un isomorphisme. Enfin, on peut donner une cinquième méthode, c'est montrer qu'il existe une application, je vais l'appeler psi, qui va de F dans E, telle que phi rond psi soit égal à l'application identité, et telle que psi rond phi soit égal également à l'application identité. Alors ici, c'est l'identité de E, ici, c'est l'identité de F. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, montrer que vous avez trouvé une application réciproque. Et ça, l'application réciproque. Je vous donne un exemple très simple. Quel est le contraire de l'application qui a x associe 2x? Réponse, l'application qui a x associe 1 demi de x. Parce que le contraire multiplié par 2, c'est divisé par 2 en quelque sorte. Donc, vous voyez, parfois, on peut trouver la réciproque tout de suite. Pour prendre des exemples qui ne sont pas des exemples d'application linéaire pour le coup, quelle est la réciproque de la fonction exponentielle? La fonction logarithme, parce que exponentielle de ln de x, ça fait toujours x, et que ln de exponentielle x, ça fait toujours x, avec les ensembles idoines, r et r plus étoile, comme vous le savez. Bon, donc ça, c'est une méthode qui est intéressante. Je vous précise d'ailleurs qu'il faut bien penser à le faire dans les deux sens. Si les deux espaces ne sont pas de même dimension finie, il est possible qu'on ait une composition qui marche, mais pas l'autre. Alors là, c'est un petit peu difficile de trouver un contre-exemple, parce qu'il faut travailler sur des espaces qui ne sont pas de dimension finie. Je vous propose l'exemple suivant. Je vais prendre une fonction, je vais la dériver d'une part, et je vais l'intégrer d'autre part. Si je commence par en trouver une primitive, et qu'ensuite je pars d'une primitive, par exemple celle qui s'annule au point 3, et qu'ensuite je dérive, je reviens à la fonction de départ. Donc vous voyez que si je primitive en quelque sorte, et que je dérive, je reviens à la fonction de départ. Mais si je commence par dériver, et qu'après la dérivée j'en prends une primitive, je reviens peut-être pas exactement à la même fonction, parce que vous savez que des primitives, ça peut être différent à une constante près. Donc plus 2, plus 3, ça va aussi marcher.
Donc en quelque sorte, primitiver puis dériver, je reviendrai à la fonction de départ, dériver puis primitiver, si ça se trouve, ce n'est pas la même fonction. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a deux opérations qui, si je le fais dans un certain sens, ça revient à ne rien faire, donc à faire l'application identité, mais ça ne marcherait pas dans l'autre sens. Bon, ça c'est vraiment un cas un peu technique, un peu difficile, mais ça veut dire que si vous voulez, les correcteurs, ils aiment bien que pour montrer que vous avez trouvé la réciproque d'une application, que vous montriez la composition qui fait l'identité dans les deux sens. Une exception toutefois, si les deux espaces, ça c'est à la limite du programme, et je vous le dis pour information, si les deux espaces sont de même dimension finie, alors une seule de ces deux compositions suffit. Hein. Voilà, bon maintenant, le mieux c'est de faire les deux parce que c'est pas forcément très difficile. Et puis enfin, je vous donne une sixième méthode aussi, c'est la matrice représentative de l'application phi, relativement à n'importe quelle base, une base B pour E et une base B' pour F, est inversible. Alors ça, évidemment, ça suppose qu'on puisse parler de matrice, et si on peut parler de matrice, il faut que la dimension de E soit égale à la dimension, d'abord il faut que les espaces ont de même dimension finie, et puis pour qu'on puisse parler de matrice inversible, si vous avez déjà fait ce cours, sinon vous le ferez un tout petit peu plus tard, eh bien il faut que ce soit des matrices carrées, ce qui veut dire que les deux bases vont avoir ici la même longueur. Un de mes collègues a fait une vidéo complète sur la matrice représentative d'une application linéaire. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour pouvoir bien comprendre comment construire l'application, la matrice représentative d'une application linéaire relativement à telle ou telle base. Et ça, c'est une question qui est également très classique. On peut vraiment faire des liens entre l'inversibilité des matrices, le caractère isomorphe des applications linéaires correspondantes. À une matrice, on peut retrouver une application linéaire associée, à une application linéaire, on peut retrouver sa matrice associée, etc. Donc là, il y a vraiment des liens, je vous conseille bien sûr cette vidéo, je vous conseille aussi de vous entraîner. Je vais quand même vous donner un tout petit point très rapide sur un exemple facile, simple, pour qu'on sache de quoi on parle ici. Je vais prendre une application de R2 dans R2 qui, à x, y, associe x plus y, virgule x moins y. C'est une application qui est sans problème linéaire, on pourrait le prouver, mais je ne vais pas le faire ici, vous pouvez le faire tout seul si vous le souhaitez. Je vais vous donner la technique pour trouver une matrice représentative. Je vais partir d'une base de E, d'une base de cet ensemble, donc qui est E1, E2, égale 1, 0, 0, 1. Je vais calculer phi de E1 et phi de E2. Alors allons-y. Phi de E1, c'est, donc on a dit E1, c'est 1, 0, donc si j'applique ça, ça me fait le vecteur 1, 1. Donc ça, c'est une fois E1 plus une fois E2. Et phi de E2, c'est égal à l'image de 0, 1. Ça ne se voit pas beaucoup, pardon. Ici, c'est 0, 1. L'image de 0, 1, donc j'applique avec x égale 0 et y égale 1, ça me donne 1, moins 1. 1, moins 1, c'est-à-dire 1, E1 plus moins 1, E2. Je vais terminer ici. Pour construire donc la matrice représentative, voilà comment faire. Vous mettez en colonne l'image de chacun des vecteurs et vous mettez ici les vecteurs d'une base d'arrivée. Donc ici j'ai pris phi de E1, c'est égal à 1 fois E1 plus 1 fois E2, ces deux coefficients, voilà comment on les met en colonne, 1 fois E1 plus 1 fois E2. Et phi de E2, c'est 1 fois E1 plus moins 1 fois E2, donc voilà comment ça va s'écrire, 1 fois E1 plus moins 1 fois E2. Cette matrice-là est appelée la matrice représentative de l'application phi, relativement à la base E1, E2 pour l'ensemble de départ, et à la même base ici, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme. Les deux espaces sont identiques et j'ai choisi la même base pour la base que nous avons choisie de l'ensemble d'arrivée. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo de mon collègue Olivier, qui vous a fait une vidéo d'une trentaine de minutes sur ça, donc plus détaillée sur la matrice représentative d'un vecteur, puis d'une application linéaire, bien sûr. Voilà, donc 6 méthodes déjà hein, pour montrer qu'une application est une bijection, enfin est un isomorphisme. Donc vous voyez que vraiment, il faut vraiment bien comprendre que si vous voulez progresser en maths, il ne s'agit pas juste de savoir qu'un isomorphisme c'est une application bijective de E dans F. Il s'agit vraiment de faire le lien entre le cours, les différentes méthodes. Donc je vous renvoie à la fiche méthode qui rassemble bien sûr tout ça. Et puis ensuite de vous entraîner sur des exercices faciles, classiques. Alors vous pouvez vous entraîner sur l'exercice que j'ai donné tout à l'heure ou d'autres exercices du polycopie.
Voilà, on en a fini sur ce cours, sauf tout ce qui concerne les somme direct, projecteur et symétrie. Donc ça, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour qu'on puisse traiter cette partie. La partie projecteur symétrie nécessite évidemment qu'on travaille avec des espaces supplémentaires, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces notions. Donc là, je vous renvoie à la vidéo espace supplémentaire somme direct qui a été faite avant, qu'il faudra avoir traité avant de s'intéresser au projecteur et symétrie. Il y a un seul point que je n'ai pas traité, c'est les noyaux des formes linéaires non nulles sont des hyperplans. Alors, je ne l'ai pas traité volontairement parce que c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu technique, donc on le fera prochainement en classe tranquillement. Si vous avez des questions sur ce point précis, n'hésitez pas pour aller plus loin, approfondir, à me les poser naturellement. Voilà, écoutez, j'espère que ce cours vous a été utile. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon travail et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous contacter à tout moment si vous avez n'importe quelle question en mathématiques. À très bientôt.